Il y a des affiches qui font du bruit avant même que le ballon ne soit posé sur le rond central. Des affiches où, avant de parler de schéma tactique, de pressage ou de statistiques, tu sens déjà quelque chose dans l'air. Une tension sourde, presque palpable. L'Algérie RDC appartient clairement à cette catégorie. C'est le genre de huitième de finale que personne ne voulait vraiment tirer, mais que tout le monde veut absolument regarder. Parce que ce n'est pas seulement un match de Coupe d'Afrique des Nations. C'est un choc de tempérament, de culture footballistique, de fierté nationale. Deux peuples qui vivent intensément le football. Deux sélections qui refusent de plier. Et forcément, quand ces ingrédients se mélangent, le spectacle dépasse souvent le simple cadre du jeu. Avant même d'entrer dans l'analyse du terrain, il faut poser une vérité simple et honnête. Ce tirage n'arrange personne, ni l'Algérie, ni la République démocratique du Congo. Côté congolais, on commence presque à reconnaître un schéma familial. À chaque grande compétition, le chemin semble toujours plus escarpé, plus exigeant, plus piégeux. Une phase de groupe jamais simple, des adversaires solides très tôt. Et au moment où tu espères un tirage un peu plus favorable, tu tombes sur l'un des blocs les plus structurés du continent. Typiquement le genre d'équipe que tu préfères éviter en huitième de finale, surtout quand tu arrives avec une dynamique positive mais encore fragile. Et pourtant, il faut le dire clairement, réduire la RDC à une équipe sympathique, courageuse mais limitée serait une erreur d'analyse majeure. Ce que la montre RDC depuis le début de la compétition n'a rien d'un accident. Ce n'est pas un alignement favorable des planètes. C'est le fruit d'un travail, d'une progression visible, d'une équipe qui apprend à jouer les grands matchs avec plus de lucidité. Le match face au Sénégal reste dans toutes les mémoires. Un adversaire de référence, une machine collective, une équipe habituée au sommet. Et pourtant, la RDC n'a jamais été dépassée. Elle a souffert, oui, mais elle a résisté, elle a répondu, elle a existé. Ce n'était pas un match parfait, mais c'était un match sérieux, discipliné, courageux. Et surtout, c'était un message envoyé au reste du continent. Puis est venu ce dernier match de poule, celui qui change la perception extérieure. Celui où tu ne te contentes pas de gagner, mais où tu impressionnes. Un score large, choisi rare pour la RDC dans ce type de compétition, et une prestation collective très aboutie. Même avec des rotations, même avec certains cadres laissés au repos, l'équipe a dégagé une vraie maîtrise, une impression de contrôle, une sensation que les automatismes commencent enfin à se mettre en place. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une équipe bascule mentalement dans un tournoi, quand elle comprend qu'elle peut gagner sans trembler. Au milieu de cette montée en puissance collective, certaines individualités ont enfin répondu aux attentes. Gaël Kakuta, par exemple. L'expérience, la lecture du jeu, la capacité à ralentir quand tout s'emballe. Une pénalité exécutée avec un sang-froid absolu, mais au-delà du geste, une influence réelle dans l'animation. Il ne cherche pas à briller pour lui-même. Il fait jouer les autres, il s'oriente, il temporise. Je rassure. C'est exactement le type de profil qui devient précieux dans les matchs à élimination directe, quand l'émotion menace de prendre le dessus. Mais celui qui a réellement marqué les esprits, c'est Meshak Elia. Un joueur attendu, parfois présenté, souvent espéré. Et ce match-là ressemble à un déclic. Des appels intelligents, une justesse dans les choix, une activité constante sur tout le front offensif. Il n'a pas seulement marqué, il a donné du rythme, de la profondeur, de la vie. Il a obligé les défenses à reculer, à douter, à s'ajuster. Ce genre de performance change la perception d'un joueur, mais aussi celle d'une équipe entière, même choisie derrière, avec un joueur comme Joris Kayembe, longtemps pointé du doigt, notamment après une entrée en compétition compliquée, il a livré un match plein. Impact dans les duels, projection offensive, présence constante. L'absence d'Arthur Masuaku pourrait être un problème majeur. Elle s'est transformée en opportunité. Et ça aussi, c'est un signe de maturité. Une équipe qui ne dépend plus d'un seul profil. Une équipe capable de s'adapter. C'est ça aujourd'hui la RDC, une sélection qui progresse dans le tournoi, qui corrige ses erreurs, qui ajuste ses choix, qui gagne en confiance. Et en face, l'Algérie. Première de son groupe, sérieuse, structurée, expérimentée, mais qui se retrouve dès les huitièmes face à une équipe qu'elle n'aurait clairement pas choisie. Parce que ce genre de match est un piège. Un match où le contexte compte autant que le talent. Un match où la moindre erreur se paie moyennant.
Maintenant, il faut entrer dans le cœur du jeu, là où ce match va réellement se décider. Parce qu'au-delà de l'affiche et de l'histoire, Algérie-RDC, c'est avant tout une opposition de logique, de rythme et de tempérament footballistique. L'Algérie est une équipe qui aime contrôler, poser le jeu, décider du tempo. Même lorsqu'elle n'a pas le ballon, elle conserve une structure claire. Les lignes sont compactes, les distances maîtrisées. Et surtout, il y a cette capacité à accélérer au bon moment. Pas dans la précipitation, mais dans le timing juste. L'Algérie ressemble souvent à une équipe qui joue aux échecs, pendant que l'adversaire joue encore aux dames. Elle accepte parfois de reculer pour mieux attaquer ensuite. Le danger algérien vient rarement d'une action isolée. Il naît souvent après une phase calme, une circulation propre, une fixation sur un côté et soudain une projection entre les lignes. Mais cette maîtrise peut aussi devenir un piège parce que face à une équipe comme la RDC, chaque perte de balle mal placée peut se transformer en alerte rouge. La RDC, elle, fonctionne sur une énergie différente, plus verticale, plus directement. Elle ne cherche pas à confisquer le ballon pendant de longues séquences. Elle cherche à frapper vite, transition rapide, appel en profondeur, course en ballon et surtout une capacité à multiplier les projections depuis les côtés. C'est là que ce match devient passionnant. La RDC ne va pas chercher à rivaliser dans la possession pure. Elle va chercher à désorganiser, à casser les repères, à forcer l'Algérie à défendre en reculant, pas en avançant. Et comme le disait un entraîneur, le plus dur dans le football moderne, ce n'est pas de défendre bas, c'est de défendre en courant vers son propre but. C'est exactement ce que la RDC va tenter d'imposer. Les ailes seront une clé majeure. La RDC a montré qu'elle pouvait faire très mal sur les côtés, avec des latérales capables d'apporter le surnombre et des ailiers qui n'hésitent pas à provoquer. Si l'Algérie laisse trop d'espace dans le dos de ses latéraux, le danger sera immédiat. Mais attention, l'Algérie n'est pas naïve. Elle sait fermer les couloirs, elle sait orienter le jeu adverse vers des zones moins dangereuses. Et surtout, elle a l'expérience de ce type de rendez-vous. Le milieu de terrain sera un autre champ de bataille fondamental. C'est souvent là que tout se joue sans forcément se voir. L'Algérie vise à contrôler cette zone, imposer son rythme, dicter le tempo. La RDC, elle, cherchera à perturber, à couper les lignes de passe, à provoquer des duels, à transformer le match en combat. Et dans les Coupes d'Afrique des Nations, beaucoup de rencontres basculent sur une seconde balle, un duel gagné, un placement mal assuré. Psychologiquement, le rapport est tout aussi intéressant. L'Algérie arrive avec le statut, la RDC arrive avec la dynamique. Et parfois, dans ce genre de configuration, la pression ne se répartit pas équitablement. Celui qu'on attend le plus n'est pas toujours celui qui joue le plus libéré. Ce match est souvent mal lu avant même d'être joué. Première erreur classique, penser que la RDC serait inférieure parce qu'elle ne gagne pas toujours avec autorité ou domination. C'est une mauvaise lecture. La RDC n'est pas une équipe de contrôle, c'est une équipe de réaction intelligente. Deuxième erreur, croire que l'Algérie imposera forcément son tempo sans résistance. Ce type de match se joue sur la gestion des temps faibles. Et face à une équipe capable d'accélération soudaine, ces temps faibles peuvent te coûter très cher. Troisième erreur, réduire cette affiche à un duel de stars. Ce match se gagnera sur la concentration collective, pas sur les temps forts. Pour lire ce match en direct, il faudra observer certains signaux, le rythme émotionnel avant même le score, les transitions, les duels sur les côtés, les coups de pied arrêtés, un corner, une seconde balle mal dégagée, un coup franc excentré peuvent suffire à tout faire basculer. Si l'Algérie marque en premier, elle aura un avantage certain. Elle sait gérer. Elle sait fermer. Mais si elle se contente de gérer sans piquer une deuxième fois, la RDC reste dangereuse jusqu'au bout. Si la RDC ouvre le score, le match change totalement de visage. L'Algérie devra se découvrir. Et plus elle se découvre, plus les transitions congolaises deviennent létales. Ce genre d'affiche ne se gagne pas uniquement avec des jambes. Elle se gagne avec la tête. La gestion de la frustration, les décisions arbitrales, le public, les temps morts, tout compte. Il n'y a pas de certitude absolue. Pas de match déjà écrit, juste 90 minutes, parfois plus, où l'émotion, l'imprévu et la lucidité décideront. Algérie-RDC n'est pas un match à pronostic facile. C'est un match à lecture fine, un match de détail.
Un match de nerfs. Et c'est précisément pour ça qu'il est aussi attendu. Parce que au-delà du résultat, il dira quelque chose de profond sur ces deux équipes. Sur leur capacité à aller plus loin, à franchiser un cap, à assumer leur statut ou leur ambition. Et c'est pour ça que ce rendez-vous mérite d'être vécu pleinement. Sans certitude, sans mépris. Juste avec l'amour du jeu, le respect des équipes et l'envie de comprendre ce qui se joue réellement entre les lignes.